Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui du Guide de l'auto. Antoine, aujourd'hui, on parle du Volvo EX30. Ouais. On peut peut-être commencer par faire le point sur le positionnement de Volvo dans le segment de l'électrique parce que les plans qui avaient été annoncés il y a longtemps, on n'est pas tout à fait là en ce moment. C'était un des premiers constructeurs, en fait, à nous convaincre qu'on allait électrifier la gamme complète très rapidement. On nous avait même promis à un certain moment donné qu'on allait électrifier l'ensemble de la gamme pour 2020. C'est pas ce qui s'est passé et c'est même pas encore le cas aujourd'hui. On a aussi retardé l'arrivée de l'EX90 qu'on attendait il y a déjà plus d'un an. Ça vient d'arriver sur le marché. Et là, on arrive avec un EX30, mais dans une période qui est un petit peu critique parce que finalement, le véhicule ne peut pas être commercialisé aux États-Unis. Du moins, pas au moment où on l'a lancé. Effectivement, c'était une production du côté de la Chine, mais là, à partir du 25 avril, on a commencé la production en Belgique, donc il va pouvoir être commercialisé aux États-Unis. Oui, bien, il faut d'abord expliquer que tous les véhicules fabriqués en Chine 100% électriques ont des tarifs de 100% au Canada et aux États-Unis, mais il n'y en avait pas au Canada jusqu'au 1er octobre de l'année passée. Alors, Volvo s'est organisé pour amener le véhicule chez nous au Canada. L'annonce a été faite par la suite. On s'est dépêché pour produire un maximum d'unités avant que la date du 1er octobre arrive, si bien que l'essentiel de l'inventaire qu'on a chez les concessionnaires en ce moment, ce sont des véhicules qui ont été bâtis avant le 1er octobre pour combler une grosse partie de l'année 2025, le temps que les modèles belges arrivent chez nous. Donc, on ne manquera pas de X30 chez nous au Canada et on verra ce que les Américains vont faire. Bon, évidemment, c'est un véhicule de très petit format. Puis la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une demande sur le marché pour ce type de véhicule-là? Bien, c'est intéressant parce qu'évidemment, les Québécois, on aime les petits véhicules de nature, souvent plus luxueux, mieux équipés que la moyenne. Mais le Québec, c'est pas assez gros pour influencer un marché automobile nord-américain. Alors, si on lance un véhicule ici, c'est pas uniquement pour le marché du Québec. Il y a certainement une demande pour ce genre de produit-là parce que de plus en plus de gens vivent dans des centres urbains où il y a de moins en moins d'espace. En ce sens-là, moi, je trouve ça tout à fait logique, mais les mœurs nord-américains ne vont pas en ce sens-là. Et il n'y a rien de moins stratégique que d'acheter un véhicule en Amérique du Nord. On achète toujours beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que ce qu'on a besoin. Donc, à l'essai, aujourd'hui, on a deux déclinaisons du véhicule, une version propulsée et une version à 4 roues motrices. Et bonne chance pour les distinguer parce qu'elles sont parfaitement identiques sur le plan esthétique, même couleur en plus. Mais effectivement, que la conduite ne sera pas nécessairement la même. La majorité des acheteurs nord-américains vont choisir des 4 roues motrices. Mais il y a des gens pour qui le modèle propulsé, ça peut faire le travail et on voulait mettre à l'essai les deux modèles. Un véhicule que j'adore sur le plan du look d'ailleurs, très rafraîchissant au niveau du design. Ça fait très européen et d'ailleurs, on a ciblé ce marché-là principalement d'abord avec le X30. C'est un véhicule qui connaît déjà beaucoup de succès du côté du Vieux-Continent. On manque de petits véhicules sur le marché nord-américain. On les voit disparaître les uns après les autres. Bien, le X30, c'est un des rares véhicules qu'on peut catégoriser comme un sous-compact encore aujourd'hui. C'est tout petit, les porte-à-faux sont minuscules, ça tourne sur un 10 sous. C'est vraiment un véhicule maniable, mais qui est quand même capable d'offrir une belle stabilité si jamais on veut l'utiliser comme véhicule pour faire de longs trajets sur autoroute. Alors, peut-être le meilleur des mondes pour certains, mais il y a quand même quelques compromis à faire parce que c'est un véhicule sous-compact avec des sièges qui sont relativement courts au niveau de l'assise. Personnellement, j'aurais aimé pouvoir la rallonger un peu. Et évidemment qu'à l'intérieur, c'est minuscule. Je fais 5 pieds 10, je suis installé au volant et j'ai peine à pouvoir m'installer derrière. Les genoux sont littéralement appuyés contre le dossier du siège avant. Je dois vous dire que le confort, ce n'est pas sa plus grande qualité. C'est pas une catastrophe, mais il faut quand même comprendre qu'on est en présence ici d'un véhicule de près de 1900 kg, dont l'appâtement est relativement court, chaussé de roues de 20 pouces. Alors, ça peut cogner parfois dur. Et l'assise du siège, encore une fois, je reviens là-dessus, elle est très courte. Donc, pour les personnes de grande taille, bien, le confort à long terme en prend pour son rhume. C'est peut-être un petit irritant. Par contre, c'est un véhicule dans lequel vous allez retrouver énormément de technologie. On va y revenir un peu avec Mathieu tantôt. Éclairage d'ambiance de soir venu qui est magnifique.
Une présentation qui est très originale aussi. J'aime beaucoup la façon dont on a présenté l'habitacle. On a un choix de couleurs qui est intéressant également. Alors, ça en fait un véhicule qui est très original dans son approche, d'autant plus qu'on a un toit entièrement vitré à la grandeur. On retrouve ça de plus en plus chez certains véhicules électriques, mais ça amène un peu de luminosité dans un habitacle qui est relativement foncé, je dois le souligner. Mais ça demeure un véhicule dynamiquement impressionnant, avec une puissance phénoménale, surtout dans un modèle à 4 roues motrices comme celui-ci, parce que vous avez 422 chevaux de puissance pour un véhicule qui est quand même assez compact, je le rappelle. Alors, ça fait en sorte qu'on accélère de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Ça, ce sont des chiffres qui se comparent à des Ferrari, des Lamborghini, des Porsche Turbo. Et si vous choisissez une version propulsée, parce que ce ne sera pas une traction, bien là, vous allez avoir 268 chevaux, une puissance moindre, mais ça accélère quand même de façon très rapide, en 5,6 secondes pour le 0-100 km/h. Alors, c'est plus que suffisant et vous allez avoir une excellente traction, même avec un modèle propulsé. Évidemment que si vous vivez très loin dans les Hautes-Laurentides, le rouage intégral est de mise, mais pour bien des gens, le modèle propulsé peut faire l'affaire. Par contre, il y a 3 000 $ de différence entre les deux et vous allez avoir non seulement beaucoup plus de puissance, quoique ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais vous allez aussi avoir une autonomie quasi équivalente à celle d'un modèle propulsé avec le modèle à rouage intégral. C'est 402 km d'autonomie annoncée, 420 avec le modèle propulsé. Exactement le même équipement, mais avec un rendement qui est un peu différent parce que, bien sûr, vous avez davantage de puissance et vous pouvez gérer avec le modèle à rouage intégral la puissance, c'est-à-dire si vous souhaitez optimiser le rendement énergétique en utilisant que de façon partielle le rouage intégral, bien, c'est possible de le faire via l'écran. Alors, je pense pas que ça vaille la peine d'aller vers un modèle propulsé. Et bien évidemment, lorsque viendra le temps de revendre le véhicule, bien, j'ai pas besoin de vous dire qu'un modèle à 4 roues motrices avec cette puissance à 422 chevaux va se revendre beaucoup plus facilement qu'un modèle propulsé qui ne consomme pas moins en réalité, là. Évidemment, le véhicule qu'on a ici, c'est vif, c'est dynamique, c'est très intéressant à conduire, mais j'aimerais tellement qu'on puisse, chez Volvo, améliorer la précision de la direction. Ça manque de feedback, ce n'est pas une direction qui est particulièrement communicative, et même si on peut gérer le niveau de fermeté de la direction via une fonction dans l'écran, bien, ça demeure un peu déconnecté. Alors, pas beaucoup de défauts ici, mais s'il y a un truc à améliorer, c'est certainement la précision de la direction. Il est possible de vérifier auprès du registre de l'Office de protection du consommateur la légitimité d'une compagnie de garantie prolongée. On se retrouve aujourd'hui chez Total Énergie en compagnie du président de Total Énergie Marketing Canada. Bonjour Olivier. Salut Antoine. Je voulais aujourd'hui discuter avec vous, évidemment, de Total Énergie, l'entreprise, parce qu'on n'a peut-être pas l'impression de ce que ça représente à l'échelle mondiale chez nous au Canada. Effectivement. Total Énergie, donc qui s'appelait Total il y a encore 4 ans, qui est devenue Total Énergie, c'est une société qui a 100 ans. Donc okay. On a été créé en 1924, on a fêté notre centenaire l'année dernière. Et en réalité, c'est 100 000 personnes dans le monde, dans 130 pays, avec des activités très diverses, comme par exemple des stations-service qu'on n'a pas au Canada. Ouais. Mais c'est des choses qu'on a vraiment dans le monde entier, avec 1 million de clients uniques, 15 000 stations. Parce qu'évidemment, on associe Total Énergie à l'huile chez nous, forcément, mais moi qui est amené à voyager très souvent, effectivement, j'ai vu des stations-service multiservices. Ouais. Et ça, c'est un élément important, d'où la nuance avec le mot énergie qui a été ajouté à Total, parce que ce n'est pas que de l'essence. Dans le monde entier, nos activités elles sont vraiment diverses, et même dans une station-service, on voit toute la diversité de la compagnie qui, depuis 10 ans, a pris un virage complet. On était avant une compagnie oil and gas. Ouais. Aujourd'hui, on a du pétrole et on a aussi des biocarburants. On a du gaz, on a aussi du gaz vert. On a des bornes électriques, 60 000 bornes électriques dans le monde, c'est-à-dire plus que de stations-service, qu'on est en train de couvrir territoire par territoire pour accompagner tout simplement le changement des mœurs. On veut répondre à tous les besoins. Là où il y a des gens, il y a besoin d'énergie. Et là où il y a besoin d'énergie, il faut qu'on ait toutes les énergies. Et c'est devenu extrêmement varié aujourd'hui. Hein. Ce qu'on voit du côté de l'Europe, du côté de l'Afrique, par exemple, est-ce que c'est un modèle d'affaires qu'on pourrait retrouver éventuellement chez nous au Canada? Alors, ici au Canada, sur la partie distribution de produits, on se concentre vraiment sur les lubrifiants. Par contre, il y a le virage que l'on a pris du oil and gas vers le renouvelable.
Eh ben, le Canada, c'est une vitrine spéciale pour ça, puisqu'on a vendu nos activités dans les sables bitumineux en Alberta il y a maintenant 1 an, 2 ans. Et on investit en ce moment et on va annoncer dans les semaines qui viennent des investissements dans le renouvelable en Alberta également. Donc on voit vraiment concrètement que notre stratégie au Canada elle se matérialise parfaitement. Et en terminant, si vous avez un nouveau produit qui a été lancé cette année qui se distingue justement dans cette avenue-là, ce serait quoi? On a 2 produits, moi je pense, un produit et un service dont c'est important de parler, qui nous distinguent sur le marché. Le premier, ce serait notre Fluid Seal, c'est un produit qui est multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'un des enjeux pour nous, c'est d'offrir plus de simplicité avec des produits toujours de qualité à nos utilisateurs. Et typiquement, sur les fluides de transmission, on a un produit qui aujourd'hui couvre, là où on avait besoin de 3 ou 4 produits, couvre l'ensemble du spectre sans compromis sur la qualité. Et puis le deuxième, c'est les services. On sait que vendre des lubrifiants, c'est un enjeu aujourd'hui, mais les utilisateurs, ils attendent aussi de voir quelle est la qualité de leur huile. Et donc, on a redéveloppé un service qu'on offrait déjà, mais qu'on a vraiment relancé, qui s'appelle Lab Services, où en permanence, comme quand tu vas chez le médecin ou au laboratoire d'analyse pour faire tester ton sang, nous, on va tester l'huile dans toutes les machines, que ce soit des automobiles, des camions, et ça va nous dire exactement dans quel état est le véhicule. Alors, t'imagines quand tu gères une flotte de camions, par exemple, l'importance de changer l'huile quand on a besoin et pas juste parce que ça fait 1 an que tu l'as mis dedans. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie, merci. Mathieu, si on fait fi de la Fiat 500, tu es installé au volant de la plus petite voiture électrique actuellement commercialisée sur le marché canadien. Bien, j'ai déjà été plus à l'étroit dans des voitures légèrement plus grandes. J'ai quand même de l'espace pour la tête. J'ai pas l'impression d'être à bord d'une petite voiture. Mais c'est aussi le branding. Hein? C'est comme ça qu'on veut essayer de se démarquer chez Volvo, c'est-à-dire dans les petites choses. On n'en fait pas une voiture familiale. Là. Non, c'est pas du tout ce qu'on propose. Si vous allez d'ailleurs faire un tour sur leur chaîne YouTube, voir comment est-ce qu'on essaie de placer la voiture dans le marché de l'automobile, c'est sa petitesse. On a une espèce de making-of aussi sur comment on a utilisé des perspectives forcées, les effets spéciaux pour rendre la voiture très petite. Mais les petites choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques petits détails qui rendent, par exemple, la conduite plus agréable. Une espèce de vide-poche ici qui va pouvoir sortir tout doucement ou pouvoir être rentré si on veut plus d'espace. Ça veut dire aussi un vide-poche à l'arrière qui se retire si jamais on veut le nettoyer et toujours faire très attention aux orignaux. Ils ont des designs comme ça. Même chose pour le coffre, hein? Oui, le coffre à l'arrière, si vous voulez savoir si ça rentre ou non, on a utilisé une espèce de petit pictogramme. Will it fit? Parce que ça a l'air de rien, mais le coffre est quand même de bonne taille pour une voiture aussi petite. On a même un système d'origami là, pour créer un double plancher. Et quand on parle de petites choses et de ne pas faire de compromis, on a un système de son, on l'a essayé ensemble, qui fait extraordinaire. Vraiment... c'est impressionnant parce qu'il n'y a pas de haut-parleur dans les portes avant. Non. Il y a des haut-parleurs à l'arrière, mais à l'avant, on a une barre de son qui fait office justement de haut-parleur principal. Et ça fait le boulot. Et ça fait un boulot exceptionnel. Volvo s'est souvent démarqué d'ailleurs avec de très, très bons systèmes audio. Mais le truc qui m'agace un peu plus, moi, par contre, c'est qu'il faut impérativement passer par l'écran central pour aller régler plusieurs paramètres, régler les rétroviseurs, le volant qui est électrique, évidemment, ajustement. Donc ça, c'est un incontournable. On a éliminé un maximum de boutons pour qu'on passe par l'écran. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense pas que tout devrait passer impérativement par un écran. Cependant, on finit par s'y habituer. C'est une histoire de quelques jours, puis ça devient un réflexe carrément automatique que d'aller dans tel endroit. Mais c'est vrai que ça nous force à lâcher des yeux la route momentanément, alors qu'un bouton, bien, on le sait, on a une espèce de mémoire, tu sais, parce qu'on est capable de toucher le bouton, toucher la texture. Et d'ailleurs, parlant de texture, est-ce que tu sais quel matériel on a utilisé, quel matériel on a recyclé pour faire une partie de l'intérieur? Ben oui, tes pantalons et les miens. Ben oui, des jeans. Alors oui, c'est ce qu'on apprend justement, encore une fois, sur leur chaîne YouTube, où on nous apprend que oui, des jeans ont été recyclés, réutilisés, tout comme des plastiques aussi. On essaie d'être le plus écologique possible, comme bien des constructeurs d'ailleurs. Et puis, ça devient, dans certains cas, un argument de vente. J'ai hâte de voir comment Volvo va trouver son chemin parce que, bon, c'est maintenant devenu une compagnie chinoise, bien qu'on ait des drapeaux suédois sur les sièges. Probablement la plus suédoise des compagnies chinoises. Oui, d'ailleurs, le véhicule dans lequel on se trouve
a été assemblé en Chine, mais force est d'admettre que la qualité d'assemblage de ce véhicule-là, tu sauras le constater, est quand même exceptionnelle. Tu regardes l'assemblage, la finition, c'est vraiment magnifique. C'est encore un produit Volvo. Et pour paraphraser un film bien connu, tu vois, au niveau du design, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. T'as absolument raison. Que faire si ma voiture est inondée? Ne tentez pas de la démarrer. L'eau pourrait entrer dans le moteur et causer encore plus de dommages. Faites remorquer le véhicule dans un atelier mécanique de confiance. Et si l'eau a dépassé la moitié des roues, déclarez-le à votre assureur. L'évaluation déterminera s'il est réparable ou s'il est perte totale. Saviez-vous que l'élément le plus coûteux à réparer sur un véhicule automobile, c'est la corrosion de la carrosserie? Évidemment, la façon la plus économique d'éviter le problème, c'est un traitement anti-rouille annuel. En plus de quoi, vous allez gagner au niveau de la valeur de revente sur votre véhicule, ce qui n'est pas négligeable. Le EX30 est un véhicule électrique de la marque suédoise Volvo, mais ses origines sont aussi chinoises, puisque Volvo appartient au groupe chinois Geely Automotive et que le EX30 est élaboré sur une plateforme partagée avec d'autres véhicules de marque chinoise appartenant à Geely. Ses dimensions sont compactes et son design est franchement réussi, tant pour ce qui est de la carrosserie que de l'habitacle. J'ai eu l'occasion de conduire la version à 2 moteurs ici au Québec, ainsi que la version à moteur unique avant cela en Suède. Avec les 2 moteurs, les performances du EX30 sont exceptionnelles avec un 0-100 km/h en 3,6 secondes. Mais la version à moteur unique est aussi très satisfaisante à conduire avec une puissance qui suffit amplement à la tâche. Dans les 2 cas, la consommation d'énergie est très raisonnable et l'autonomie est convaincante. Il s'agit quand même d'un véhicule compact dont la masse est élevée. Pour ce qui est du comportement routier, on note quelques points faibles comme une direction qui ne donne pas beaucoup de ressenti, un empattement court qui fait que l'on est parfois un peu secoué par les bosses ou les joints de dilatation. Mais somme toute, l'agrément de conduite est tout de même au rendez-vous et le EX30 est très bien insonorisé. Un seul écran à bord du EX30, tout passe par cet écran d'ailleurs, même l'ajustement du volant et des rétroviseurs, un peu comme chez Tesla. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il faut obligatoirement quitter la route des yeux, même juste pour consulter l'indicateur de vitesse sur l'écran central. Antoine, on se posait la question s'il y avait de la demande pour ce format de véhicule-là, puis je pense qu'on peut s'entendre que oui. Et non seulement il y a de la demande, mais on en voudrait même plus. Il y a effectivement une demande, je pense, pour ce genre de format de véhicule-là. Et il y aura de la compétition qui va arriver prochainement, à commencer par la Kia EV3. Là, tu vas me dire, Kia et Volvo, on n'est pas dans le même segment. Non, sauf qu'on va avoir une différence de prix aussi. Et c'est pour ça que je voue probablement un plus grand succès à Kia avec le V3, qui a gagné le prix du véhicule mondial de l'année avec ce modèle-là d'ailleurs, parce que ça répond à une demande très spécifique pour un produit qui est original et qui sort du lot. Ce véhicule-là sort aussi du lot. Le X30, c'est vraiment un produit sympathique. Aucune vocation familiale, on l'a vu, c'est très petit à l'intérieur, mais c'est le fun à conduire, c'est dynamique, ça a une belle gueule, c'est rafraîchissant, mais ça coûte le même prix qu'un véhicule de catégorie supérieure. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont freiner. On est seul joueur dans ce segment-là au Canada, alors ça va, mais va falloir être compréhensif et aller chercher une clientèle qui n'a pas acheté de Volvo dans le passé. Attirer du nouveau monde essentiellement. C'est le mandat de ce produit-là qui n'a pas de compétiteur direct pour le moment, mais ça coûte quand même assez cher. J'en profite peut-être pour faire le point sur les subventions disponibles en ce moment. Oui. La subvention disponible, parce qu'il y en a juste une, 4 000 $ mais taxes incluses, ce qui veut dire 3 479 $ plus taxes qui provient de la province de Québec. Il n'y a rien du côté du fédéral. Est-ce que le nouveau gouvernement décidera d'y aller avec une nouvelle offre éventuellement? On ne sait pas. Mais chose certaine, le crédit n'est certainement pas aussi alléchant qu'à pareille date l'année passée. Sauf que Volvo a dû s'ajuster parce que lorsqu'on vendait le véhicule avec 12 000 de crédit, les taux de financement de location, ils étaient très élevés. On était à 5,9 de taux de financement, par exemple, sur un 72 mois. Là, au moment d'enregistrer, on est à 1,99 de taux de financement. Ce qui fait qu'au final,
la mensualité sur 6 ans, elle est à peu près la même à 14 $ près que ce qu'elle était lorsqu'on avait 12 000 de crédit au lieu de 4 000. On le voit chez Volvo, mais on le voit chez l'ensemble des autres constructeurs aussi. Polestar est allé jusqu'à offrir un rabais complet de 20 000 sur les Polestar 2, Polestar 3. Donc, si Polestar est en mesure de le faire, bien, dites-vous qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui sont aussi capables de mettre un peu d'eau dans leur vin, surtout dans le monde du luxe. La semaine prochaine, on met à l'essai un autre véhicule de fabrication chinoise. Oui, sauf qu'il ne sera pas électrifié et tu vas pouvoir te reposer dedans avec le mode Rejuvenate. Vous allez apprendre ce que c'est la semaine prochaine. C'est fantastique. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.